Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et heureux d'aujourd'hui de vous retrouver. Je suis actuellement et j'enregistre à Paris, Porte d'Orléans, et j'ai le plaisir d'être invité par Joël Rioux. Bonjour Joël. Bonjour Florent. Donc Joël qui est le fondateur et le dirigeant de l'entreprise Responsage, que tu as créé en 2013, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Au quotidien sur ton activité et ce que tu fais. Moi, c'est vrai que j'ai découvert Responsage il y a quelques mois et je suis tombé amoureux de cette entreprise. Je me suis dit, voilà, il faut en parler, il faut expliquer effectivement ce que vous faites et en quoi vous aidez aussi les salariés à être plus sereins dans leur métier au quotidien, en tout cas pour tes clients. Avant toute chose, Joël, j'aimerais bien que tu te présentes. Qu'est-ce que tu faisais avant Responsage? Et puis après, on parlera de la création de Responsage. Alors, si je dois me présenter, je résumerai en fait mon parcours professionnel en 2 temps. Le premier temps qui a été consacré à l'armée, puisque je suis un ancien officier de l'armée de terre. Okay. Et puis, quand j'ai quitté l'armée, j'ai repris des études. J'ai fait ce qu'on appelle le MBA d'HEC. Et j'ai travaillé ensuite dans l'industrie de l'armement pendant 5 ans. Et à l'issue de cette période qui a été, disons, très structurante d'un point de vue humain, c'est-à-dire que, on apprend à travailler dans un certain cadre, avec un certain timing et avec des équipes. Et à l'armée aussi, c'est quand même extrêmement. Absolument, mais très belle école. J'inclus les deux en fait. Pour moi, c'était un parcours qui était assez, disons, cohérent. Et avec une volonté aussi d'atteindre un résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des éléments un peu fondateurs, en tout cas de ma personnalité, disons, professionnelle. Et puis, après ce temps-là, j'ai choisi, parce que j'avais envie d'expérimenter d'autres horizons, j'ai choisi de tenter l'aventure entrepreneuriale. Et donc, j'ai racheté en fait une petite boîte qui était en dépôt de bilan dans le domaine de la presse professionnelle. Alors je crois que j'aurais pu prendre absolument n'importe quelle entreprise. Il se trouve que c'est ça qui s'est présenté. Et j'ai repris pendant une dizaine d'années des magazines professionnels. J'en ai lancé. Du style Ce de magazine qui s'appelle Entretien Magazine pour tout ce qui est de l'industrie de l'entretien des textiles. Géroscopie qui est un magazine dans le domaine des maisons de retraite. Ah oui, donc c'est vraiment très très précis quoi. Voilà, mais comme il existe de la presse professionnelle par exemple pour les métiers de l'informatique, pour tout type de métier, l'assurance, tout ce qu'on veut. Et donc, j'ai développé des salons professionnels, un secteur de formation professionnelle, et ça pendant une dizaine d'années. Et au bout de ces 10 ans, j'ai fait une petite pause parce que tout le monde sait que la petite entreprise reste, en France en tout cas, quand même un sacerdoce. C'est assez compliqué, c'est assez usant. J'ai eu besoin de souffler un petit peu. Et j'ai eu la chance de faire une formation qui s'appelle l'IHEDN, c'est l'Institut des hautes études de la défense nationale, et qui m'a permis pendant 1 an de travailler sur des sujets complètement différents, qui relèvent plus de la diplomatie, du monde de la défense, de l'administration. Et donc, c'est pendant ce temps-là qu'a germé l'idée, en fait, de Responsage. D'accord. Voilà. Et donc, Responsage, donc créé en 2013. C'est ça. Et quelle était la mission de Responsage à la création? En fait, quelle était l'idée que tu avais? Et puis, on va venir sur ce qui est devenu Responsage. Alors, souvent, les créateurs d'entreprises lancent des projets au regard de leur propre expérience. En fait,
personnelle, professionnelle. Moi, je dois dire que ça relève plus du domaine de l'expérience professionnelle, c'est-à-dire que, comme je viens de l'expliquer, je dirigeais notamment une revue de presse professionnelle à destination du monde des EHPAD, et j'ai été très surpris pendant des années de voir qu'il y avait une montée en gamme, en tout cas une volonté de professionnaliser le secteur, et que plus les professionnels montaient en gamme, plus ce secteur qui devenait connu du grand public avait une cote d'amour inversement proportionnelle aux efforts qui étaient consacrés pour le rendre plus présentable. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un secteur complexe qui concerne un sujet pas très sympa, c'est-à-dire la fin de vie, pour être très clair, et qui est devenu un sujet de polémique. On en a vu les derniers échos récemment avec le livre qui est sorti sur les scandales de certains EHPAD. Et moi, je trouvais qu'il y avait un service à mettre en œuvre, mettre un petit peu d'huile dans les rouages entre les familles et les professionnels pour trouver des solutions dans l'accompagnement des personnes âgées, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est une situation perso qui t'a Pas du tout. Pas du tout. C'est une vraie réflexion sur la société qui nous entourait. Une vraie réflexion sur l'efficacité. Ok. Et comment dire, le manque de communication entre deux mondes qui me paraissait assez stupéfiant, en fait, qui était parfaitement justifié parce que personne n'est spécialiste de quoi que ce soit, c'est-à-dire que pas parce qu'on a quelqu'un dans son environnement qui devient dépendant que l'on va devenir le spécialiste de la dépendance. En revanche, avoir une information, gratuite, disponible, professionnelle, il me semblait que c'était un objectif, intéressant à suivre. Okay. Et donc, pour aller jusqu'au bout de la création de la société, on a créé ça à deux, avec un autre cofondateur, et on a présenté notre projet à deux sociétés pour qu'elles investissent dedans. La première, c'est le groupe Bayard Presse, qui a tout de suite voulu s'engager dans le projet, mais qui nous a dit, on veut bien être actionnaire, mais il faut que vous trouviez un deuxième actionnaire entreprise avec nous. D'accord. Donc Bayard Presse, pourquoi ? Parce que Bayard Presse, c'est le groupe des Assomptionnistes, un groupe de presse qui a un pôle religieux, un pôle senior et un pôle enfance. Et donc c'était le pôle senior qui était intéressé. Et donc moi j'avais travaillé avec eux sur un hors-série avec le mensuel Notre Temps, qui est le mensuel le plus vendu en France, qui touche la clientèle des seniors par l'intermédiaire de mon mensuel sur les maisons de retraite. Donc nous avions déjà fait un projet ensemble, on savait comment travailler ensemble. Et du coup, on est allé voir ensuite le groupe Danone. Danone parce que le groupe Danone a un double projet à la fois social et économique. Et donc ça nous paraissait être une bonne piste, pour la simple raison que très vite il nous est apparu que faire un service à destination du grand public, on ne trouverait pas entre guillemets, un marché solvable, et qu'il fallait passer pour cela par l'entreprise et toucher les entreprises et les RH qui avaient une sensibilité sur le sujet de l'accompagnement des salariés aidants. Okay. Et donc, on est allé voir le groupe Danone qui nous a tout de suite donné son accord pour investir plus ce le projet. groupe Danone qu'une autre entreprise ? Parce qu'on connaissait aussi certaines personnes dans le groupe Danone, ce qui nous a permis d'avoir des contacts directs et de rencontrer Emmanuel Faber, de rencontrer à l'époque aussi le dirigeant Franck Ribou, qui était le fils d'un des fondateurs ou du fondateur historique de l'entreprise. Voilà, donc et donc le projet a démarré comme ça en fait en 2013. Ok, vraiment intéressant. On est en 2023, c'est passé 10 ans depuis Responsage. Vous avez fait la fête pour les 10 ans ? On n'a pas encore fait la fête pour les 10 ans parce qu'on est en train de voir comment on va pouvoir capitaliser sur tout ça. Mais c'est vrai que c'est une étape importante pour nous parce qu'on est toujours vivant, ce qui est déjà bien pour une petite entreprise. Il y a eu des périodes complexes et il y a eu surtout une évolution assez radicale de notre offre à partir de 2019. Okay. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est une entreprise qui a considérablement élargi son champ d'intervention et
et qui a retravaillé sa raison d'être, sa mission, etc. Donc un projet assez nouveau depuis 4 ans. Alors pour qu'on en discute un peu plus, effectivement, puis j'ai pas mal de questions autour de ce que vous faites, est-ce que tu peux résumer en 2 minutes, 3 minutes maximum la mission aujourd'hui, en 2023 de Responsage ? Alors, c'est tout un travail que l'on vient de mener, et disons que la vision que l'on a, déjà, c'est de dire que nous voulons transformer les vulnérabilités en force. Ça, c'est la vision que l'on a. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de cette vision, c'est-à-dire comment transformer les vulnérabilités des salariés en force pour l'entreprise et en gros travailler sur la résilience et la capacité de rebond, de travail collectif, d'engagement des salariés au service de la mission de l'entreprise. Ok. Alors concrètement, je suis RH d'une entreprise. Oui. Pourquoi je ferai appel à toi ? Alors qu'est-ce que tu vas m'apporter comme service ? Concrètement, l'objectif de Responsage est double. Le premier objectif, c'est d'accompagner de la manière la plus professionnelle possible et la plus efficace possible les salariés qui sont confrontés à des vulnérabilités, partant du principe, et c'est toute une réflexion qu'on a eue là-dessus aussi, que l'homme est vulnérable par nature, de manière ontologique, pour utiliser un mot un peu compliqué, et donc ce ne sont pas les cas sociaux que l'on accompagne, mais bien les personnes, les salariés, qui à un moment donné dans leur vie rencontrent des difficultés, ont des fragilités, que ce soit d'ordre personnel ou d'ordre professionnel. Et donc, le premier objectif, c'est les aider à résoudre ces problématiques, que ce soit des problématiques liées au logement, au budget, à des problématiques de vie familiale, qui peuvent être l'accueil d'un enfant, qui peut être la souffrance d'un enfant, le mal-être d'un enfant, qui peut être une rupture de couple, qui peut être des violences conjugales, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut être également des questions liées à la santé des personnes, à la problématique du handicap, ou bien encore la problématique des problématiques plus liées au travail, c'est-à-dire le burn-out, le bore-out, le harcèlement, le départ à la retraite, enfin, toute chose, le retour à l'emploi qui puisse venir impacter le quotidien d'un salarié et donc son engagement dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier objectif. Je te laisse finir, puis je reviendrai sur quelques points. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner l'entreprise et les RH dans cette prise en charge des vulnérabilités. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que les RH n'ont pas vocation à jouer en permanence les bons samaritains, jouer le rôle d'un psy, le rôle d'une assistante sociale. Et ça, c'est ce que nous faisons. Okay. Mais dans ce cadre-là aussi, nous fournissons, et ça c'est une nouveauté absolue dans ce secteur, nous fournissons une data sociale. Alors qu'est-ce que c'est que la data sociale ? En clair, c'est de dire que, spécifiquement pour les très grandes entreprises, nous sommes capables d'apporter au quotidien une information anonymisée sur les raisons pour lesquelles nous sommes contactés par les salariés, c'est-à-dire quelle est la situation des salariés, quelles problématiques ils rencontrent, et de fournir également les réponses que nous avons apportées à cette problématique. Alors les réponses de l'ordre du droit commun, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui dans la loi qui permet d'accompagner les salariés dans telle ou telle situation et avec quelle efficacité, mais aussi de mettre en avant les solutions de l'entreprise, que ce soit ce qui relève du domaine des RH, en disant voilà les dispositifs que l'entreprise a mis en œuvre pour ses salariés, ainsi que par exemple toutes les politiques qui peuvent exister dans le champ de la protection sociale, mutuelle de l'entreprise, prévoyance de l'entreprise, etc. Ce qui veut dire qu'on fournit aux RH, d'abord on les débarrasse, entre guillemets, d'un problème qui est la prise en charge au quotidien, parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Deuxièmement, on fournit des outils d'analyse sur les vulnérabilités des salariés. Donc cela permet de faire des diagnostics, de mettre en place soit des politiques de prévention, soit des politiques de réparation. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour accompagner du mieux possible les salariés. Et ensuite, finalement, mettre en place une politique sociale basée sur des données concrètes. Et ce qui aujourd'hui, en gros, n'existe pas. Parce que, pour une raison très simple d'ailleurs, dans le domaine
des assistantes sociales, il existe ce qu'on appelle le secret professionnel, c'est-à-dire on ne va pas transmettre les éléments qui sont échangés par la personne avec Comme un médecin du travail, par exemple. Exactement. Ouais. Or, nous, on dépasse ce cadre puisque de toute façon, ce n'est pas une information nominale, c'est une agrégation d'informations anonymisées qui vise à donner une température à un instant T de ce qui se passe. Et évidemment, le film n'a d'intérêt que si on est capable de le voir se dérouler, jouer dans le temps. Et ça, c'est absolument génial. Comment vous faites pour tracer tout ça ? Alors, c'est pas un petit fichier Excel, j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça. Non, c'est pas du tout un fichier Excel. Nous avons énormément investi depuis 4 ans, en fait. En fait, tout vient, et d'ailleurs, l'élargissement de notre champ d'action vient de l'investissement considérable qu'on a fait dans l'IT. Il se trouve que moi, je ne viens pas du tout du monde de l'assistance sociale, donc je ne connaissais pas du tout ce monde. Donc, en 2019, on développe un outil qui vise finalement à répondre à l'engagement que nous sommes fixés dès le départ auprès des salariés que l'on accompagne. Cet engagement est le suivant, c'est-à-dire une réponse immédiate. On a tout de suite un professionnel au téléphone. Il n'y a pas de taper 1, taper 2, taper 3. On ne tombe pas sur un centre de tri pour dire vous allez être orienté vers ceci, vers cela. On tombe directement sur une assistante sociale. Avec une certaine réactivité. Je vois le médecin du travail, par exemple, on pourrait se dire, le médecin du travail pourrait faire une partie de ce que vous faites. Sauf pour le moment où on demande un rendez-vous, le moment où on en a un, quand on en a un. Eh bien, nous, on appelle. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un nous appelle, il tombe sur immédiatement un de nos professionnels. Donc, c'est un contact immédiat. Okay. Première nouveauté. Deuxième nouveauté, on apporte une solution en 72 heures ouvrées maximum. Ah oui, donc c'est pas je rappelle dans les 3 jours, c'est j'apporte une solution dans les 3 jours. On répond immédiatement. Okay. Et ensuite, il y a tout un développement. Alors, 50% des demandes qui nous sont adressées obtiennent une réponse immédiate finalement à l'oral. Et puis après, il peut y avoir des choses beaucoup plus complexes à gérer, donc 72 heures. Et si c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ça va être un suivi sur plusieurs mois, eh bien, on accompagnera la personne sur plusieurs mois. Mais l'engagement, c'est premièrement la réactivité. Deuxième engagement, la réponse écrite. Nous faisons systématiquement un compte-rendu écrit de l'entretien et des recommandations que nous faisons. À la personne qui a appelé. Absolument. Et donc ça, c'est un travail monumental. C'est comme si nous, tous les jours, avec tous les rendez-vous que l'on a, on faisait systématiquement un compte-rendu écrit qui a pour vocation quand même d'accompagner quelqu'un dans une situation pas toujours sympathique. Pas forcément très grave, mais pas toujours sympathique. Troisième point, qui a été une rupture extrêmement forte aussi avec ce qui se fait, la prestation est notée par la personne que nous accompagnons. Alors autant dire que moi, quand j'ai commencé ensuite à dire on passe des aidants au monde de l'accompagnement social global, je n'ai pas perçu le choc culturel que j'initiais dans le monde des assistantes sociales. Et je dois dire aussi qu'on travaille à distance. Donc, et je le rappelle, avant le Covid, c'était en 2019. Et donc, on a eu beaucoup de mal pendant 1 an et demi à peu près à stabiliser en fait ce que l'on proposait comme service parce que c'était très compliqué pour des assistantes sociales de nous rejoindre et de comprendre le monde dans lequel on était. Le Covid est passé par là. Ça nous a permis d'écrire pendant 1 an et demi. On a tout écrit sur la manière dont on travaillait, pourquoi on faisait comme ça, comment respecter le secret professionnel, comment on accompagnait les assistantes sociales dans leur métier, etc. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a une offre extrêmement innovante, et je vais expliquer pourquoi les data, extrêmement innovante, avec des assistantes sociales qui peuvent travailler à distance, donc du télétravail, ce qui fait qu'on a une fidélisation de nos assistantes sociales en CDI. D'accord, ouais. C'est pas des free. Non, absolument pas. Justement, on prend spécifiquement CDI parce qu'on forme pendant à peu près 3 semaines les personnes à la manière dont on travaille, et aujourd'hui, on a une capacité de recrutement et de fidélisation assez hors norme pour le secteur. Alors pourquoi la data ? Comment la data ? Eh bien la data, elle intervient grâce au logiciel qui permet de faire les réponses écrites. Puisque notre engagement, c'est de faire des réponses écrites, ce qui n'est pas le cas, je le précise au quotidien pour tous les travailleurs sociaux qui n'ont pas le temps de faire tout ça, il faut des outils. Oui, il n'y a pas une obligation légale en fait. Aucune. Okay. Et donc, en faisant cette réponse écrite, on a créé un logiciel extrêmement complet, une banque de données absolument unique en France sur le suivi des problématiques sociales, psychologiques. Eh bien, nos assistantes sociales ont accès à une banque de données par l'intermédiaire de mots-clés
Mot-clé situation qui caractérise la situation du salarié. Et mot-clé sur le solution, c'est ce que nous avons apporté comme solution à la problématique qui nous était posée. En faisant leur réponse écrite, les assistantes sociales collectent l'information que l'on va restituer de manière anonymisée au DRH. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un double travail, une double saisie. À la fois, je travaille pour le salarié, et puis après, je vais faire quelque chose, une saisie un peu pénible de data, parce que j'y suis obligé. L'intelligence artificielle va peut-être vous aider à accélérer en plus. Et l'intelligence artificielle va évidemment énormément, parce que en fait, on a énormément de développement possible. On a des montagnes de données, on a des montagnes de textes, puisque on a des banques de données de paragraphes qui sont mises à jour par nos assistantes sociales. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une ouverture sur tout ce qui est intelligence artificielle qui pourrait devenir absolument extraordinaire. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que en apportant un service unique et original, on a la capacité aussi d'apporter au DRH une vision de la data sociale qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de résultats de votre travail chez un client? Tu peux citer ou pas citer le client, oui. Ça c'est bien sûr c'est ta liberté. Mais est-ce que par exemple, je ne sais pas, est-ce que ça a réduit l'absentéisme d'un client? Est-ce que ça a baissé son turnover? Est-ce que ça a amélioré ses résultats peut-être même? Parce que enfin, on a beau dire tout ce qu'on veut, hein, une entreprise elle fonctionne parce qu'il y a des êtres humains derrière. Donc, je peux donner quelques exemples, effectivement. Ouais. Alors, des exemples plutôt de grandes entreprises que je ne citerai pas parce que je n'ai pas demandé l'autorisation, mais disons que, évidemment, c'est beaucoup plus marquant dans les grandes entreprises. Je vais donner un exemple d'une grande entreprise qui avait un problème de fidélisation des salariés. Donc, entreprises dans lesquelles les salariés sont peu qualifiés, beaucoup de turnover. Eh bien, au bout d'un an et demi, on a constaté que les salariés qui utilisaient le service responsable, le service d'accompagnement social, il faut dire aussi avec des gens qui ont des problématiques extrêmement nombreuses, avaient une ancienneté dans l'entreprise qui a augmenté de 50% par rapport au profil moyen des salariés. D'accord. Donc ça, on était capable de le mesurer et on l'a travaillé avec l'entreprise. Je peux citer comme exemple aussi une entreprise qui nous disait, voilà, on a une dizaine de milliers de salariés, un peu plus, on a des gens assez âgés, on pense qu'on a énormément de problématiques sur les salariés aidants liés au grand âge. Il s'avère que la problématique majeure que l'on a rencontrée dans le domaine des aidants, c'était pas du tout ça, alors que moi j'étais persuadé que ça serait ça aussi, ça a été l'accompagnement d'enfants en situation de handicap. Donc ça c'est quand même très intéressant parce que... Des sujets qui sont des fois... qui sont même pas connus de la fonction RH dans l'entreprise. Absolument. Souvent, on ne sait pas, on ne connaît pas, les salariés osent peut-être même pas en parler. Déjà, même parler des fois de son propre handicap, c'est très difficile. Exactement. Et encore moins peut-être ceux de la famille. Et donc, on se met pas à la place d'eux, et voilà. On comprend pas des fois pourquoi un salarié est pas bien ou moins productif. Voilà. Moins engagé, souvent absent, etc. Troisième élément que l'on peut, qui moi m'avait frappé, c'était dans le domaine de l'accompagnement d'une société, très grande société aussi, sur tout ce qui était sur la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Oui. Et pour lequel, en fait, on a reconfiguré les process. Donc, on était presque dans un accompagnement, de conseil, au regard des statistiques que l'on a pu collectés dans l'entreprise et au regard des dysfonctionnements qu'on a pu identifier. Et ça, c'est vrai que pour tout le monde, c'est-à-dire même pour nos assistantes sociales, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre une dimension du métier qu'elle n'imaginait pas, qu'elle ne soupçonnait pas en fait. Ok. Les RH dans ces entreprises, chez vos clients, tu disais qu'effectivement, alors sur certains aspects, effectivement les aspects très perso, pour avoir été RH, c'est vrai qu'on va pas sur ce terrain-là. Par contre, il y a des sujets sur lesquels on peut intervenir en tant que professionnel RH sur des histoires de harcèlement, sur le burn-out, etc. Les RQTH. Oui, les RQTH, effectivement. Les RH de tes clients ont pas le sentiment d'être dépossédés d'un certain nombre de sujets Comment est-ce qu'ils réagissent Est-ce que la demande vient d'eux ou est-ce que ça vient plutôt de la direction générale? Alors, question très intéressante. La première chose que je devrais dire, c'est que
les datas que l'on apporte, au départ, c'est assez déstabilisant pour les RH parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Donc, on met à disposition de nos clients, en accès libre, les datas. La réalité, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils ne vont pas tout seuls les chercher. En revanche, quand on fait nos bilans, et en fonction des entreprises, ça peut être un bilan mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, là, il y a une discussion sur les datas et il y a une analyse. Et c'est là que ça devient ultra intéressant parce que nous, on remonte une information qu'on peut faire parler, mais nous ne sommes pas les décisionnaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et en règle générale, on a en face de nous des gens qui disent on va agir dans ce sens, on va faire ceci, on va faire cela. C'est-à-dire qu'on est plus comme un outil d'une boîte à outils qui va donner une marge de manœuvre et une autonomie supplémentaire au RH pour atteindre des objectifs qui sont déjà fixés dans la RSE, dans tout ce que l'on veut, et qui vont permettre à l'entreprise d'avoir un accompagnement plus efficace de leurs salariés, résoudre leurs problèmes et donc un engagement plus fort des salariés. Ok. Comment est-ce que vous arrivez à... Est-ce qu'on vient vous chercher ou est-ce que c'est vous qui allez vers les entreprises pour les convaincre de... Comment est-ce que vous... L'idée, c'est pas comment est-ce que tu fais ton business, parce que c'est pas un podcast business, mais ça a un coût. Un responsable, c'est pas une association, forcément, il y a un coût. Pourquoi les entreprises feraient appel à vous alors qu'il y a 15 ans, c'était pas le sujet, quoi. Enfin, franchement... Alors, pourquoi les entreprises font appel à nous ? Est-ce que tu vois une évolution peut-être depuis le post-Covid aussi sur ce sujet ? Oui, tout à fait. Alors, je dirais que d'abord, d'un point de vue réglementaire, il y a un décret du Code du travail qui, en fait, n'est jamais sorti, mais qui disait que au-delà de 250 salariés ou à partir de 250 salariés, il faut avoir un service d'accompagnement social dans un établissement. Mais comme le décret n'a jamais été pris, il n'y a pas une obligation, formelle. En revanche, dans le cadre du dialogue social, beaucoup de syndicats, beaucoup de membres de CSE ont une vision de l'accompagnement social comme un élément, j'allais dire obligatoire, pas forcément, mais en tout cas un élément important de la prise en charge du bien-être du salarié, de sa qualité de vie au travail. Que constate-t-on ? Eh bien, je reprendrai ce que je disais sur notre raison d'être, la vulnérabilité. La vulnérabilité des salariés et transformer cette vulnérabilité en force. Les grandes entreprises ne nous ont pas attendus. Il y a plein d'entreprises qui ont déjà réfléchi à ces questions. Et quand on a lancé Responsage, il y avait déjà des tribunes qui mettaient en avant le fait que l'État-providence dans le monde occidental, et spécifiquement en France, était un État-providence qui allait se rétrécir par manque de moyens, par manque d'efficacité, et que les entreprises privées, et notamment les grandes entreprises qui voyaient à un horizon lointain, disaient « si on ne prend pas la place de l'État-providence, alors on va gérer des salariés qui seront dans des situations terribles. » Et donc, nous avons une obligation morale et une obligation de résultat d'accompagner du mieux possible nos salariés dans les aléas de la vie, avec une politique sociale la plus correcte possible et avec une qualité de vie au travail qui soit la plus décente possible. Alors on peut toujours arguer, dire oui, mais il y a des gens qui vont cocher la case parce qu'ils s'en foutent et ils vont... c'est possible. Moi, je rencontre quand même beaucoup de gens extrêmement engagés au niveau des DRH, qualité de vie au travail, RSE. Vous accompagnez des collectivités ou des établissements publics ou est-ce que c'est très privé du coup ? Aujourd'hui, on travaille quasi exclusivement avec des établissements privés. On a quelques établissements publics, mais notre cible, c'est plutôt le... C'est plutôt votre cible ? Oui, c'est plutôt les grandes entreprises. Oui, d'accord, ok. Très concrètement, j'aurais besoin de mettre en posture un peu conseil. Au-delà de responsable, on va mettre responsable de côté. Quel conseil tu donnerais à des RH d'entreprises qui souhaiteraient améliorer l'accompagnement social de leurs salariés ? En te mettant peut-être même à la place d'une entreprise qui n'aurait pas les moyens de se payer responsable parce que je suis RH dans une entreprise d'une centaine de personnes et c'est pas là où je vais pouvoir agir. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Tu connais bien ce milieu maintenant. Déjà, je dirais que... Alors, après, c'est vraiment ma vision des choses. Oui, c'est ta vision, bien sûr. Et qui est confrontée à mon expérience professionnelle et à ce que je suis. Qu'est-ce que je pourrais faire basiquement dans ma boîte d'une centaine de personnes ? Je te dirais que
si j'étais aujourd'hui RH dans une grande entreprise, ou même dans une petite entreprise, je pense que l'élément premier, c'est travailler sur la résilience. Donc je ne parle pas de l'accompagnement social parce que c'est un des éléments, mais je le vois de manière globale. Qu'est-ce que c'est que la résilience ? C'est la capacité à encaisser des chocs et à traverser les épreuves, rebondir et pouvoir repartir. Je pense que l'actualité montre assez le monde depuis 3 ans dans lequel on vit. On a un choc quasiment tous les 6 mois. Exactement, on a des chocs tous les 6 mois. Et ces chocs, face à une population et donc à des salariés qui sont très isolés, parce qu'il n'existe plus les solidarités traditionnelles, parce qu'il y a beaucoup de divorces, donc on a beaucoup de femmes seules avec enfants qui nous appellent, bien évidemment, parce que les syndicats ont peu d'adhérents aujourd'hui, parce que les églises sont en partie vides, parce que voilà, les gens sont seuls, et donc la communauté professionnelle, quelque part, est un élément devrait être un élément de résilience. C'est-à-dire que soit on est fort en étant une communauté professionnelle, soit on vient là, une fois de plus, comme une espèce d'électron libre, un salarié seul dans son coin, et on essaie de se débrouiller comme on peut face aux difficultés de la vie personnelle, professionnelle. Or, moi, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont, quelle que soit leur taille d'ailleurs, ont un levier pour essayer d'aider individuellement les salariés, donc avec évidemment l'accompagnement social, l'accompagnement psychologique, la médecine du travail, mais aussi de manière collective, c'est-à-dire de faire en sorte que le collectif du travail soit quelque chose de fort, capable d'encaisser les chocs. Alors dans le collectif du travail, souvent il y a les managers. Les managers de proximité, vous les formez, vous les accompagnez, parce que comment est-ce que c'est pas une mission, c'est pas un job, mais c'est pas une mission facile d'être manager de proximité. On est pris des fois entre les contradictions de ses propres managers, des clients, de ses collaborateurs, etc. Donc c'est une mission difficile. Est-ce que vous accompagnez les managers de proximité de vos clients ? Est-ce que vous les formez ? Est-ce que vous les guidez ? Est-ce que vous leur dites t'occupe pas et envoie-nous les gens ? Comment est-ce que vous faites avec ? Alors, aujourd'hui, on forme. On a un institut de formation, d'ailleurs, en interne, qui est Calliope, donc ce qui nous oblige à avoir une certaine cohérence et efficacité, professionnalisme dans notre action. On forme les managers ou on sensibilise en fonction aussi de ce que nous demandent nos clients. Mais bien évidemment... c'est hyper important, je pense. C'est absolument central. Je suis bien d'accord avec toi. Je sais pas, est-ce que vous détectez, pour détecter les premiers signes de quelqu'un qui va pas bien ? Exactement. Mais nous intervenons aussi, alors parfois en cellule de crise, c'est-à-dire qu'on a formé nos assistantes sociales pour intervenir sur des lieux de travail où il y a eu des agressions, des attentats, un suicide, etc., de manière à pouvoir intervenir immédiatement et discerner quelles sont les personnes qui ont besoin immédiatement d'un accompagnement psychologique, etc. Donc ça veut dire qu'on est sensibilisé aussi à l'accompagnement de l'ensemble des strates de l'entreprise face à des situations qui peuvent être des situations très complexes humainement à aborder. Du coup, tu as des psychologues dans ton équipe ou... Alors, on a des psychologues aujourd'hui en sous-traitant. D'accord. Mais voilà, c'est la prochaine étape pour nous, c'est d'avoir vraiment de développer toute une offre psychologique complémentaire de l'offre Assistana. Absolument, parce que l'on a d'abord une demande très forte, parce qu'on pense qu'on a aussi, grâce à la lecture que l'on a des problématiques en entreprise, on a matière à proposer des choses extrêmement efficaces. Et je vais donner un exemple d'ailleurs pour illustrer ce que je dis. On a une entreprise dans laquelle on fait beaucoup de formations pour les salariés, là pour le coup, sur la relation parents-adolescents. Et cette formation, on l'a créée parce qu'un jour, en comité d'opération, mes assistantes sociales nous ont dit il manque un mot-clé situation dans les milliers de mots-clés que nous avons. C'est le mot-clé tentative de suicide ou suicide de grands adolescents. On s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que vous dites ça ? Parce que en 2020, à partir de septembre 2022, on a eu des appels venant de pas des milliers, mais des dizaines d'appels venant de toute la France, de tout type d'entreprise,
souvent de mamans seules qui nous disaient voilà, j'ai mon grand ado qui a fait une tentative de suicide ou qui s'est suicidé, et quand c'était pas l'irréparable n'avait pas été fait, l'objectif était de pouvoir trouver une écoute et un mode d'accompagnement pour les aider à traverser une situation de crise. En entendant ça, ce qui est quand même aussi toujours très, très émouvant pour nous, eh bien, on a créé une formation qui s'appelle sur la relation parent-ado et qui a toujours pour objectif de donner des clés de compréhension, des clés de comportement de ce qu'est l'adolescent aujourd'hui, des problématiques qu'on peut rencontrer, etc. Donc vous voyez, pourquoi je dis ça ? Parce que ça montre qu'on est dans un système qui est vivant, mais que la remontée des datas, c'est super important. C'est important si jamais nos assistantes sociales comprennent à quoi ça sert. Et en fait, aujourd'hui, ce sont les premières à utiliser ces datas, même pour leur travail au quotidien. Donc voilà, il y a toute une logique, je dirais, dans l'offre que l'on propose. D'accord. Est-ce que vous arrivez à identifier en amont, chez vos clients, les problèmes potentiels avant qu'ils deviennent des obstacles un peu majeurs pour cette entreprise? Est-ce que quelque part vous allez sur le terrain aussi de la prévention? Bien sûr. Voilà. Comment est-ce que vous fonctionnez? Alors, parfois on nous demande des diagnostics, c'est-à-dire en fonction du profil des gens, etc. Donc de manière à pouvoir ajuster un dispositif ou à pouvoir imaginer des formations avec l'entreprise. Ce qui est certain, c'est que quand on arrive dans une grande entreprise, au bout de 3-4 semaines, par les datas qu'on a collectées, on a déjà, en réel, une vision extrêmement fine de ce qui se passe, et à mon avis, beaucoup plus fine que tout le monde peut l'imaginer. Plus que les syndicats, plus que la RH dans la boîte. Parce qu'on l'a instantanément, cette vision. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va être capable de très vite, et même, quelle que soit la géographie de l'entreprise, de sortir en fait les éléments saillants sur ce qui se passe et quelles sont les problématiques auxquelles il faut répondre très vite, quoi. Ok. Alors, c'est pas le cas de tous les métiers, parce que tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Il y a quand même de plus en plus de métiers qui sont télétravaillables, et même s'il y a des tendances aujourd'hui à se dire on va revenir en arrière, enfin bon, je pense que ceux qui font que ça, il faut qu'ils réfléchissent bien, mais est-ce que le télétravail a impacté le nombre d'appels que vous avez? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a des sujets autour? Est-ce que les télétravailleurs sont plus ou moins statistiquement appelant de vos services dans les entreprises? Est-ce qu'il y a un impact, en fait? Alors, l'impact, il a été de plusieurs manières pour nous. D'abord, le premier impact du télétravail à la sortie du Covid, ça a été la prise de conscience des travailleurs sociaux, donc je parle pour nous en tant que recruteurs, qu'il était possible d'accompagner les gens à distance, ce que personne ne croyait possible avant le Covid. Donc on a gagné 10 ans grâce au Covid. Et tout d'un coup, eh bien, on a des candidatures dans tous les sens, là où les gens pensaient que ce qu'on faisait, c'était presque un crime de lèse-majesté. Pourquoi on a des candidatures dans tous les sens? Parce que justement, on offre des possibilités de télétravail à nos travailleurs sociaux, ce qui leur permet un équilibre vie pro-vie perso qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc ça, c'est premier élément pour nous très positif. Concernant nos clients, l'élément fondamental pour moi, c'est le télétravail implique une porosité accrue entre vie perso et vie pro. Quand on fait du télétravail, eh bien, parfois on ne sait plus très bien si on est chez soi, si on est au boulot. Et inversement, quand on arrive sur le lieu de travail, on dit tiens, j'ai oublié qu'il y avait ceci, cela, machin, etc. Et pourtant, toi, tu es un adepte du télétravail. Donc moi, je suis bien sûr, mais ça crée, si tu veux, d'autres problématiques, ce qui fait qu'on a beaucoup d'appels. Parce que les boîtes n'étaient pas préparées, celles qui ont mis le télétravail un peu en urgence en 2020. Exactement. Alors nous c'est vraiment après que ça s'est venu. Ouais. Et aujourd'hui, quand on entend des patrons qui disent moi je n'ai pas vocation à m'occuper de tous les problèmes de mes salariés, c'est parfaitement vrai. Mais de fait, la réalité, c'est que c'est pas hermétique. Ça devient de moins en moins hermétique, et donc avoir une réponse malgré tout à ces fragilités va devenir un élément de différenciation très fort, parce que l'engagement des salariés va reposer aussi sur leur équilibre personnel, sur un mental qui soit ou une charge mentale qui soit la plus faible possible, et donc ça passe bien par la prise en charge de ces problématiques, quoi. Ok.
Ok. De toute façon, c'est un argument. Enfin, bénéficier d'un service d'assistanat social dans son entreprise, c'est un argument d'expérience collaborateur positive qui peut même être utilisé en marque employeur. Alors, tout à fait. Toujours prudent sur la marque employeur et pour pas que ce soit du fake et juste de l'affichage. Il faut que ce soit sincère. Mais je pense qu'effectivement, c'est une véritable demande. Moi, je suis convaincu. Mais après, c'est que moi, mon regard et de ce que j'entends. Que quand l'épisode va sortir, on va être en décembre, qu'en 2024, l'un des axes majeurs de travail des professionnels de ressources humaines, c'est la santé mentale au sens très large des collaborateurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui, en tout cas, moi j'en suis intimement convaincu aujourd'hui, quoi. Ah, mais moi aussi j'en suis parfaitement convaincu. Moi je parlais plutôt de résilience, ouais. Mais ça revient à ça, c'est-à-dire que si on est résilient, ça veut bien dire aussi qu'on a une santé mentale qui soit qui est à un bon niveau. Et donc la santé mentale, c'est pas juste parler avec un psy, c'est aussi savoir absorber les chocs que l'on a dans la vie, c'est savoir résoudre ses problèmes, c'est savoir faire la part des choses entre ce qui est utile et ce qui est fondamental, et entre ce qui n'est pas du tout important. Donc voilà, c'est un équilibre global à trouver. Il n'y a pas une action ou une méthode miracle, mais c'est un ensemble d'éléments. Et même, j'irai plus loin, je dirais que je pense que le monde des RH est un monde aussi qui souffre beaucoup, c'est-à-dire que c'est un monde, j'avais vu des études comme quoi le stress pathologique était quelque chose de très répandu dans le monde des RH avec tous les chocs qu'il y a eu, les confinements, le télétravail, donc tous les processus qu'il a fallu adapter. Eh bien, avoir des gens qui sont relativement sereins, avoir un groupe fort pour affronter les difficultés. Et comme tu le disais, on en a tous les 6 mois maintenant. C'est quand même, c'est assez hallucinant. Eh bien, pour éviter un effondrement psychologique, c'est-à-dire une santé mentale qui soit complètement désastreuse dans un établissement ou dans une entreprise, il va falloir prendre en compte cette mesure, ou en tout cas cette efficacité de la santé mentale, que moi j'appelais résilience, parce que voilà, c'est pour donner un panel un peu plus large, quoi. Oui, non, tout à fait. Alors moi, en termes de santé mentale, j'ai décidé de bannir BFM TV et tous les journaux TV, comme ça déjà ça réduit, ça n'empêche pas malheureusement tout ce qui peut se passer, mais ça réduit l'impact que ça peut avoir parce que c'est assez catastrophique. Je change un peu de sujet. Demain, imagine que tu sois un super héros pour ton entreprise. Tu as un super pouvoir. Oui. C'est quoi le super pouvoir que tu aimerais avoir pour booster ton entreprise, pour faire évoluer ton entreprise? Moi, je dirais que ce serait un super pouvoir de vision, de me projeter dans l'avenir pour avoir la bonne vision d'un monde qui se transforme à une vitesse incroyable. Et en tant que dirigeant, évidemment, ce qui est toujours un peu stressant, c'est de se dire, est-ce que c'est la bonne vision? Est-ce que c'est la bonne voie? Et est-ce que l'entreprise est suffisamment résiliente pour rebondir si jamais on se trompe de voie? Donc la vision du futur m'aiderait beaucoup. Et quels sont... Tu en as parlé d'un, sauf si je me trompe. La question que j'avais, en fait, déjà je pose la question, parce que je fais tout ça, je fais mon petit histoire tout seul, mais c'est quoi les plans d'expansion ou d'amélioration de ta solution dans le futur? Donc, j'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait le sujet des psychologues. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous travaillez, sur lesquels vous avez envie d'aller? Eh bien, moi j'ai une petite marotte, oui, qui est, mais qui rejoint un peu les idées que j'ai eues finalement depuis toujours. C'est en gros, j'aimerais bien apporter ma contribution à l'amélioration de la performance de l'action sociale au sens général du terme en France. Et je donne un exemple. On a beaucoup de sujets d'intérêt dans l'entreprise, pas forcément financiers, puisqu'on n'a pas de clients encore là-dessus, mais sur ce qu'on appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, où l'on pense qu'il y a un chantier incroyable à mettre en œuvre. Pour donner un ordre d'idée, ça représente un peu plus de 9 milliards d'euros de budget des collectivités locales. C'est-à-dire c'est à peu près le budget de la justice en France, pour donner un ordre d'idée. Et quand on voit tout ce qui peut être amélioré, eh bien, collectivement, on travaille sur la recherche de solutions dans ce domaine. Et je pense que d'ici, en tout cas qu'en 2024, on commencera des simulations, des expérimentations
avec certaines associations pour accompagner de jeunes adultes ou de grands ados dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance. Et ça, vraiment, on aimerait bien arriver à faire quelque chose. Avec tes clients ? Pas du tout. Pas Alors, forcément. mes clients pourraient être des fournisseurs de parrains professionnels. Ah, ok. Mais voilà, c'est vraiment une voie un peu différente, mais on a bon espoir d'arriver à faire quelque chose dans ce domaine. Mais sinon, si tu veux, du point de vue de l'expansion de l'entreprise, en fait, je dirais qu'il y a pas vraiment de limite. Les besoins sont énormes. La pyramide des âges des travailleurs sociaux, c'est pas une pyramide des âges, en fait, c'est une toupie. C'est-à-dire que il y a une espèce un ventre énorme autour de 45-55 ans. D'accord. Et en dessous, il y a des classes très très creuses et il y a une pointe extrêmement Et pourquoi ? légère. Parce que c'est un métier qui n'attire plus, qui fait peur, il n'y a pas de formation. Bien, moi je dirais Parce que ça, c'est grave en fait pour le futur. c'est grave, mais c'est dans plein de domaines. D'abord, il y a une question de démographie. Et ensuite, il y a une question effectivement d'attractivité des métiers. Et je dois dire que c'est les travailleurs sociaux, et moi je vois les assistantes sociales, c'est quelque chose que je n'avais pas compris au départ. Ce sont des gens qui ont une vocation. Manager des gens qui ont une vocation, eh bien c'est aussi une vocation. D'accord. Voilà. Et donc, pour y arriver, il faut aussi proposer des pistes d'évolution, des nouveaux modèles de travail. Et je crois que c'est vraiment ce que nous avons inventé et qui fait qu'on a aujourd'hui une attractivité extrêmement forte dans ces métiers. Donc, à la fois, je dis que la démographie des travailleurs sociaux, elle est catastrophique, mais en même temps, pour nous, nous n'avons aucune difficulté, au contraire, à recruter. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est... Et je suis en train de penser à quelque chose, une anecdote. Là, tu me parlais de la vision. Pourquoi la vision ? Parce que quand j'ai quitté l'armée, en fait, j'ai démissionné de l'armée. J'étais jeune officier. Et dans ma lettre de démission, j'avais rédigé la phrase suivante, ou à peu près. Je disais qu'en fait, je n'étais pas rentré dans l'armée pour être assistante sociale. Et avec le recul, je trouve ça assez extraordinaire, puisque 30 ans après, je dirige des assistantes sociales, et qu'il m'a fallu un certain temps d'ailleurs pour comprendre comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire. Et donc le don de vision, par moment, ça peut être quelque chose d'opportun et d'intéressant pour ne pas dire des choses qui seront contredites par la réalité après. Voilà, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Où on a fait le tour. Écoute, Ou est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qui est important pour toi et que j'aurais zappé, ce qui est possible ? Non, mais je dirais que moi, il y a quelque chose qui m'anime. C'est vrai que je suis très très heureux de cette expérience responsable parce qu'on a une raison d'être d'abord qui est géniale et on a un quotidien qui est assez génial. On a l'impression de révolutionner un métier, à notre échelle bien évidemment, mais de le révolutionner. Donc ça, c'est vrai que c'est très enthousiasmant. On a l'impression d'être utile, puisqu'on aide les gens dans ce que l'on peut faire, hein, évidemment, parce qu'on n'est pas magicien, mais à résoudre leurs problèmes. Oui, tu n'as pas d'obligation de résultat non plus sur 100% des situations. Voilà, mais c'est ce qu'on recherche. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Et puis, je dirais que ce qui me plaît beaucoup, finalement, c'est d'avoir à la fois cette expérience dans l'armée, l'industrie de l'armement, qui, de manière assez contre-intuitive, me paraît être extrêmement efficace dans le monde du social. Et d'ailleurs, j'ai recruté 2 anciens officiers récemment. Donc, on est aujourd'hui 3 à avoir une expérience militaire en tant que professionnel. Et avec l'idée que l'on a énormément de chantiers à mener à bien dans le monde du social. Ok. Le temps tourne. Et donc, pour terminer ce podcast, j'ai toujours 2 questions traditionnelles. Oui. La première question, c'est si tu me recommandais quelqu'un à interviewer qui serait à ta place, soit quelqu'un qui est en fonction RH dans une entreprise, ou soit quelqu'un qui a créé une entreprise qui amène un service intéressant et différenciant à la fonction RH, tu me citerais qui ? Si tu as quelqu'un en tête. Alors, question un peu difficile comme ça, mais le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Madame Schoenberger, qui s'occupe des relations sociales d'LVMH, et avec qui j'ai eu des discussions assez passionnantes sur l'évolution du monde du travail, sur les relations sociales, sur l'équité dans le monde du travail. Et voilà, c'est quelqu'un que
que j'ai trouvée absolument passionnante, sincère et engagée. Donc, Je mettrai son nom dans la description du podcast. Son prénom, c'est Françoise Schornberger. D'accord, ok. Je la retrouverai plus facilement. Voilà. Je la connais pas. Donc, ok, merci pour ce nom. Et puis, est-ce que tu écoutes des podcasts régulièrement ? Pas vraiment. D'accord, tu n'écoutes pas de podcast ? Non. Bon, ok. Non. Est-ce que... Maintenant, je vais m'y mettre. Ouais, Maintenant que j'ai vu que ça a l'air très intéressant. Voilà, donc tu as déjà pas mal d'épisodes en retard on n'a jamais fait comme ça. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des vidéos que tu regardes ou des livres que tu lis qui t'inspirent, qui sont pour toi, que tu aimerais partager en fait avec nos auditeurs en disant tiens, ça peut être intéressant pour vous de le lire, de le regarder? Alors moi, c'est quand même assez loin de ce que je fais, ce que je lis et ce que je regarde, mais j'aime beaucoup tout ce qui est l'économie en règle générale, donc je regarde beaucoup de vidéos là-dessus. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est questions géopolitiques, etc. Et si je devais trouver un livre qui a été... qui a quand même un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et qui t'a marqué, ouais. Et qui m'a marqué, c'est le livre, on va dire que je suis un peu obsessionnel, mais du maréchal Lyautey, qui s'appelle « Le rôle social de l'officier », et qui, en son temps, a été un élément extrêmement original sur une vision sociale, mais pas sociale au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas l'aide sociale, l'accompagnement, mais c'est vraiment sur comment accompagner les personnes dont on a la charge au quotidien le mieux possible pour qu'elles aillent le plus loin possible dans leur vie, en fait. Et ça a été, c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi. Ok, c'est une superbe conclusion. Merci beaucoup, Joël. Merci Florent. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton invitation. Et puis, je vous dis à toutes et à tous un grand merci une nouvelle fois pour vos écoutes qui sont croissantes et régulières. Donc, ça fait plaisir, c'est chouette, ça donne envie d'interviewer d'autres personnes comme Joël. À bientôt. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!